premier critère, c'est la définition de l'intellectuel. Dès qu'on a fini l'intellectuel, on arrive à faire la différence entre les travaux intellectuels, c'est-à-dire les travaux qu'on fait sur papier. Tous ceux qui travaillent avec les papiers, avec les stylos, font un travail intellectuel. Mais l'intellectuel, c'est une qualité, c'est une profession. C'est une profession qui consiste à pouvoir construire des pensées, éclairer la cité, orienter la cité, et tout le temps dire la vérité. Qu'elle fasse mal, qu'elle fasse du bien, il faut absolument dire sans cesse la vérité. L'intellectuel, c'est celui qui est la quête de la vérité permanente, qui va la chercher jusque dans les fonds des eaux. Pour cela, j'aimerais pouvoir faire une citation qui est celle de Camus, qui dit ceci: « Les jours où les crimes séparent des dépouilles de l'innocence par un renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir des justifications. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un environnement où les crimes séparent des dépouilles de l'innocence. Seul, en ce moment-là, l'intellectuel véritable, celui qui ne fait que la vérité, qui ne dit que la vérité, qui ne travaille que sur la vérité, dira « ça, ce sont des dépouilles de l'innocence, et ce n'est pas l'innocence et ce n'est pas la vérité ». Voilà la différence qu'on fait entre l'intellectuel, donc c'est lui qui travaille sur la vérité, qui éclaire la cité, qui l'oriente et qui produit des concepts spécifiques pour gérer la société. C'est pas celui qui interprète la Constitution, c'est lui qui interprète les lois, c'est lui qui est médecin, c'est lui qui est avocat. Non, ça ce sont les techniciens du savoir, mais ce ne sont pas des intellectuels. L'intellectuel ne peut pas être défini par les diplômes. Les diplômes sont nécessaires parce que c'est une accumulation des connaissances sur le plan scolaire, académique et tout ça, mais derrière ça, il y a un engagement personnel pour pouvoir transformer la société au départ de la vérité. Je dirais par exemple, en RDC, j'ai connu quelques intellectuels, dont notamment Kamana, qui est parti. Et actuellement, je travaille avec Ngoma Binda, qui est une sommité extraordinaire. Il a écrit un dernier livre, comment ça s'appelle encore? Un contre-avenir ou l'humanité dans les brouillards, chez Espérance. Un livre magnifique, dont une grosse partie de ces livres-là, je suis en harmonie avec lui, je suis d'accord avec lui. Mais il y a des passages où je ne suis pas d'accord avec lui, et je les manifeste dans mon texte à sortir au deuxième semestre de cette année-ci, qui s'appelle Puissance, sur lesquels je reviens sur les outils, les qualités, les piliers d'une puissance, d'une république, d'un État, d'une nation. Et là-dedans, j'interpelle Ngoma Binda sur son approche de l'humanité, son approche des droits dévolus à tout le monde, des droits universels. Je dis les droits universels sont fonction de la puissance qu'on a. C'est-à-dire qu'un Congolais aujourd'hui, après un accident quelque part, à côté d'un Américain, on va prendre la dépouille de l'Américain, pas celle du Congolais. Pourquoi? Parce que c'est un pays puissant. Or, ils ont tous les droits, tous les deux les mêmes droits. Donc, et par conséquent, ça pose un problème. On peut constater ce qui s'est passé en Ukraine. Lorsque la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine, lorsque les trains sont partis pour pouvoir prendre les gens, on a vu qu'on poussait vers l'extérieur tout ce qui était noir parce qu'ils n'avaient pas les mêmes droits sur la scène internationale. Donc l'universalité des droits ne fonctionne que pour les plus forts. C'est-à-dire ne fonctionnent, ne sont admissibles et recevables que pour les forts. Si c'était un noir américain qui était là, il aurait eu les mêmes conditions qui est les Ukrainiens, blancs et autres. Mais comme ce sont des Noirs africains, et par conséquent, ils n'ont pas la même valeur marchande, si on peut appeler ça ainsi, au plan international. Le statut de l'intellectuel est prestigieux, non pas en RDC. En RDC, il n'est pas prestigieux parce qu'il est confondu. Parce que tous les traits, c'est dit intellectuel. Toute personne qui a un diplôme, c'est dit intellectuel. Toute personne qui peut manipuler 2-3 concepts en français, c'est dit intellectuel. Ce n'est pas ça l'intellectuel. Ces statuts, on les voit mieux en Allemagne, pendant très longtemps. C'était une guerre extraordinaire qu'on a vécue notamment entre Schopenhauer et Hegel pour définir quel type de société l'Allemagne devait être. Donc chacun venait avec sa proposition. On a vu ça avec Nietzsche par la suite, à qui on a affecté certains documents, dont notamment les textes Volonté de puissance, qui n'est pas son texte. Il y a quelques bribes qu'on retrouve ici et là, notamment dans Zarathustra, et on retrouve aussi dans Gai Savoir.
Et par-delà le bien et le mal, on trouve ces passages-là, mais ce n'est pas lui qui a construit ces textes-là, c'est plutôt sa sœur qui a fait ça. Néanmoins, en France, quand on dit intellectuel, c'est Sartre, c'est Camus, c'est Onfray, ce n'est pas Sarkozy, ce n'est pas, je sais pas moi, celui qui est actuellement président de la République, Macron, c'est pas tout ce monde-là. C'est un métier qui est réservé à un corpus très restreint. Des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui produisent. C'est pas tous ceux qui peuvent aller au matin sur ChatGPT, arracher quelques mots et tout ça, construire une pensée complètement baroque et bidon, et se prévaloir à tout ça. Ngoma Binda, c'est un intellectuel. Et donc, lorsqu'on s'aligne sur cette position-là, il y a Mabouilo aujourd'hui, qui est un jeune qui est en train de monter, un philosophe extraordinaire qui est en train de monter, c'est un intellectuel. Mais en RDC, on n'a pas cette culture de l'intellectuel. On a galvaudé, on a aménuisé les termes intellectuels, on l'a ramené, mais carrément au sol, parce qu'il n'y a pas cette valeur cardinale qui est celle des intellectuels. Il y a les constitutionnalistes qui parlent, qui sont simplement des techniciens du savoir, mais qui ne sont pas des intellectuels. Ils ne produisent rien. J'aurais souhaité, par exemple, dans les cadres de la RDC, pour les constitutionnalistes, parce que tout tourne autour d'eux depuis un certain temps, qu'ils puissent nous dire, tiens, il y a eu les Congos d'avant l'indépendance, les Congos d'avant 1885. Et ces Congos étaient composés des Congos, des Luba, des royaumes, des empires, des Lunda et autres Songé, et que finalement il faut aller puiser dans toutes ces cultures qui sont les nôtres pour sortir les éléments qui constituaient le mode de fonctionnement de ce que nous étions. Et avec ça, nous pouvons maintenant construire une constitution congolaise sur base de ce que nous avons été, comme tout le monde fait partout. Au-delà de la constitution par rapport à l'organisation sociale, c'est vrai que nous sommes liés aux Nations Unies avec le corpus légal qui sont les droits de la première génération, droits civils et politiques, et les droits socioculturels et économiques de la deuxième génération. Et aujourd'hui, on a les droits de la troisième génération qui sont les droits sur l'écologie et l'environnement. Donc, quelqu'un capable d'aller puiser, d'aller scorer de l'histoire de la RDC, de prendre les éléments clés de ce que nous sommes et construire une constitution et prétendre à ce moment-là, j'ai éclairé la cité congolaise avec la nouvelle constitution congolaise. On peut écouter ça, je peux entendre ça, je peux suivre ça. Je peux dire de lui, voilà un intellectuel qui a compris c'est quoi une constitution. Mais un répétiteur de la constitution étrangère, un qui doit tout le temps se prévaloir, moi les constitutionnalistes, machin, tout ça, ça n'a aucune valeur. Vous ne verrez pas en Occident, un constitutionnaliste prétendre qu'il est intellectuel. Il n'y en a pas. Mais parce qu'il n'y a pas des fondamentaux établis par la nomenclatura intellectuelle. Malheureusement, s'il y avait des fondamentaux établis, si pour passer à la télévision, on dit, écoutez, les domaines, vous êtes quoi? Vous dites intellectuel, vous avez produit quoi? Vous avez écrit un livre avec des concepts nouveaux qui éclairent la cité, tout ça. C'est quoi ces concepts-là? Est-ce que ces concepts sont valables à l'épreuve de l'évaluation? Parce que, regardez, tout ce que j'ai produit aujourd'hui, je les soumets à l'évaluation des grands. Mon premier texte, j'avais soumis à l'évaluation de Jean-Pierre Nandrin, d'heureuse mémoire, qui est décédé, qui était l'aide de la faculté des philo et lettres à Saint-Louis à Bruxelles, mon ancienne université. Et c'est lui qui a évalué si mon texte était bon ou pas, ma nation, et il a concédé à pouvoir faire la préface. Et par la suite, j'ai eu Kamana sur plusieurs textes. J'ai eu le prof Balanda sur un texte. J'ai eu Eric Enes, qui est un flamand francophone en même temps, qui enseigne à Anvers, qui est un anthropologue et philosophe, qui a fait un travail mémorable sur mes œuvres. Je ne le connaissais pas à l'époque et tout ça. Il a travaillé sur moi, sur 4 de mes ouvrages. Donc, c'est l'évaluation de la qualité de ce que tu proposes, tes références, ta construction intellectuelle, ta construction, ta structure en fait, du texte, tes nouveaux concepts. En quoi tu innoves ce que tu proposes? En quoi tu innoves dans le sérail actuel ce que tu proposes? Et c'est là qu'on peut dire, voilà, telle personne est intellectuelle, telle ne l'est pas. Mais ce n'est pas des déclarations personnelles au départ de son lit, au terme de 2-3 phrases en français, on dit voilà, je suis intellectuel, j'étais à l'école, j'ai appris, j'ai eu un diplôme et tout ça, j'ai appris. Non, ça ne suffit pas du tout. Malheureusement, c'est pas ça. Mais ça permet la propagande de l'ignorance, la propagande de mensonges, la propagande de toutes les bêtises qui font qu'on puisse croire aux inepties des gens qui racontent telle chose par rapport à telle autre. Un intellectuel, c'est celui qui est prêt à aller jusqu'à la mort pour pouvoir
couvrir, garantir la vérité et la défendre jusqu'au bout. C'est Galilée. C'est-à-dire que c'est un personnage extraordinaire, scientifique, mais pour la vérité, il est prêt à mourir. Et il en est mort. La Terre n'est pas plate, elle est ronde, elle tourne. Je l'ai dit pourquoi? Parce que j'ai vu les travaux de Bossevich, j'ai vu les travaux de Copernic, j'ai vu l'attraction terrestre de Newton. Et par conséquent, quand j'ai fait l'addition de tous ces éléments-là, j'ai dit la Terre est ronde, elle tourne. Elle fait la rotation et la translation. Et par conséquent, vous pouvez me tuer si vous voulez, mais c'est ça la vérité. Cet acte-là, Sartre l'appelle l'acte intellectuel. Un scientifique peut poser un acte intellectuel. Il dit, cette vérité, je ne peux pas m'en dissocier au motif que vous êtes puissant, que vous allez me tuer, ou vous allez me retirer toutes les faveurs que vous m'avez offertes. Donc, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un acte intellectuel. Or, malheureusement, vous allez constater que chez nous, il n'y a pas d'acte intellectuel en gros. Ce qui fait que c'est difficile de pouvoir quantifier les intellectuels qu'on a. On a simplement une sorte d'usurpation permanente du titre d'intellectuel au départ des diplômes, au départ de la position académique, mais ce n'est pas au départ de la vérité. La vérité, c'est la clé ou la route, la voie, les chemins de la croix vers l'intellectualisme et les titres d'intellectuel. Mais ce n'est pas dévolu à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui l'applique. Dans la société congolaise, je pense qu'on peut... les grandes revendications qui datent de la période moderne, je veux dire, avant l'indépendance, autour des gens comme les Maloula et tout ça, on sent déjà qu'il y a une revendication particulière. Les gestes intellectuels sont là. Les gestes intellectuels, on les trouve chez Maloula, on les trouve chez Lumumba, on trouve chez un certain nombre de personnages qui sont dans la revendication pour leurs droits et tout ça. Des gestes intellectuels sont posés. Maintenant, la carrière d'intellectuel, moi, je la vois plutôt chez Mudimbe. Mudimbe qui aurait pu être le penseur national de la RDC, et du Congo, du Zaïre à l'époque, mais qui a refusé de travailler avec Mobutu. Parce que la période de l'authenticité, et je l'ai dit dans plusieurs textes, il est recommandé pour un dirigeant, à chaque dirigeant, d'avoir une référence intellectuelle et philosophique pour gérer un pays. Les pays se gèrent sur base de la philosophie politique. Vous constaterez que lorsque les Belges quittent le Congo, ou quand ils instituent la formation universitaire, ils ne mettent pas la philosophie et les lettres. C'est trop dangereux. Ça permet aux gens de pouvoir se développer, déployer, réfléchir, s'éclairer et s'orienter. Donc il fallait retirer ça. Il faut donner les autres métiers, mais pas les lettres, pas la philosophie. Et vous constaterez que toutes les grandes civilisations ont été conduites par un chef qui avait à ses côtés un philosophe. Alexandre le Grand, Aristote. Les 12 personnalités qui ont créé les États-Unis d'Amérique, ils se sont appuyés sur qui? Sur Locke. C'est John Locke avec son gouvernement civil 1 et 2 qui est la base même de la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La période des Lumières, ce sont les intellectuels. C'est Montesquieu et les autres, les Rousseau et tout ça, qui donnent ça. Les Anglais, donc, avec Locke, d'abord avec Hobbes, et puis avec Locke par la suite, et tout ça qui ont continué. Ce sont les intellectuels qui donnent les bases. Et quand on remonte à la Grèce antique, on a Socrate et Platon poursuit par la suite avec les Aristote et les autres, tout ça, ils poursuivent cette œuvre jusqu'à nos jours. On a Épicure qui est extraordinaire, d'ailleurs c'est lui qui place dans la Grèce antique la position, les curseurs sur les principes de l'intellectuel. Épicure dit, en voyant les comportements de Platon et de ses disciples qui sont collés au pouvoir en permanence, qui mentent pour bénéficier des facilités du pouvoir, il dit, ce sont des Dionysios-Kolakès, des courtisans, les comédiens, des Dionysios-Kolakès. Ça, c'est Épicure qui lâche ces mots extraordinaires que j'ai récupérés chez Nietzsche. Et voilà, donc on vit dans une société de Dionysios-Kolakès qui ont des prétentions extraordinaires parce qu'ils ont un savoir et qui sont simplement techniciens du savoir, mais derrière ces savoirs-là, ils font un cinéma, ils construisent une sorte de script
pour cacher la vérité et faire sortir les mensonges, habiller les mensonges des oripeaux de la vérité, comme disait Camus dans le mythe de Sisyphe. Nous avons eu, puisque dans ma présentation sur l'origine de l'intellectuel, il aura fallu que je puisse commencer par la sagesse congolaise. Le sage congolais, c'est l'intellectuel par essence. C'est lui qui sait, qui connaît la vérité, qui oriente les rois, qui oriente la cité, et qui, dans l'organisation qui était la nôtre, participe à la gestion. Parce qu'autour du roi, il y avait des sages. C'est eux qui prenaient la décision pour l'ensemble de la communauté. Et cette décision était le bon sens permanent lié à la vérité, au présent, au passé et au futur. C'était les sages qui le faisaient. Est-ce que nous avons encore cette possibilité chez nous ici? Non. Aujourd'hui, nous avons des Dionysio-Kolakès, des courtisans. Un courtisan n'a pas pour vocation de dire la vérité, il a pour vocation de convertir la vérité en mensonge pour satisfaire l'autorité qui est là, qui peut lui donner la possibilité de pouvoir vivre. C'est ça un courtisan, et c'est ça qu'on appelle un Dionysio-Kolakès. Donc la RDC est remplie aujourd'hui des Dionysio-Kolakès. Sinon, on ne serait pas dans la situation où nous nous trouvons actuellement, ni dans le passé, ni dans le présent. Et ce comportement de l'intelligentsia de techniciens du savoir a été ainsi depuis Mobutu à nos jours. C'est pour ça qu'on n'a pas un penseur, on ne peut pas aujourd'hui coller à un chef de l'État, à un homme d'État, un penseur, en disant les penseurs de telle personne, c'est celui-ci, au sens congolais du terme aujourd'hui. Comme on dirait, Poutine, son penseur, c'est Ivan Ilin. Ivan Ilin est le penseur de Poutine. C'est lui qui donne à Poutine un manifeste du comportement, comment est-ce qu'il doit gérer la cité. Maintenant, quand vous posez la question à nos dirigeants, qui est votre penseur qui vous permet de pouvoir gérer la cité? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y aura des explications, va et va ici et là. Si vous posez la question, ah tiens, qui a été les penseurs de Constantin qui a mis quasiment en place la base de l'église chrétienne, catholique? Ben, c'est les œuvres de Césarée. Qui est le penseur d'Alexandre le Grand? Ben, c'est Aristote. Qui est le penseur sur la base duquel le jeune Macron est arrivé où il est? C'est Paul Ricoeur. Qui a accompagné Mitterrand? Ben, c'est Attali. Voyez-vous, c'est-à-dire, vous allez citer en permanence, et qui sont les penseurs américains actuellement? C'est John Rawls, ce sont les Habermas qui sont venus d'Allemagne et tout ça. Ce sont ces gens-là. Mais chez nous, qui est les penseurs? Pour un pays qui se cherche, qui doit se construire, qui sont les penseurs qui construisent cette pensée-là pour gérer? Oui, il faut aller aux élections, mais aux élections avec quelle pensée? Quel est le projet congolais de la puissance, de l'autonomie, de la souveraineté? Il est où? Des slogans, rien que des slogans, d'un vide absolu. Et vous verrez très bien qu'en RDC, on parle des gens sans cesse. Tel a mal fait, tel a mal fait, tel a mal fait. Vous ne verrez personne passer à la télévision dire voilà la pensée politique, la vision dont on parle, la vision politique qui est la mienne, c'est celle-ci. Je la tiens de tels penseurs, je la tiens de Moudimbe. Moudimbe a dit ça, 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 ça. Et par conséquent, en appliquant ça, on va arriver à ça. Moi, je suis un Moudimbiste pur et dur, et par conséquent, j'applique ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, on est là, moi, ma vision, c'est ceci, ma vision, c'est là, ma vision, c'est... Mais il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vision qui ne soit pas assise sur une pensée profonde, philosophique, sur une sagesse qui éclaire la cité. Ça n'existait pas. Si ça n'existait pas, les pays n'existaient pas. Nous sommes là en train de tripatouiller entre telle règle et telle autre règle et tout ça, qu'on a hérité de la colonisation, qu'on a hérité du concert des nations, et puis finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de pensée. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, la France, c'est le pays des Molières, l'Angleterre, c'est le pays de Shakespeare, l'Espagne, c'est le pays de Cervantes, et la RDC, c'est le pays de qui? Bah, je dirais le pays de Moudimbe. Mais est-ce qu'on fait du Moudimbe? Non. Moudimbe, en plus, il nous colle au pilori. Il colle la RDC au pilori. Entre les eaux, il dit cette phrase magnifique. On nous a appris à être moutons. Or, les moutons ne font pas la révolution. Donc, il est impossible. Toute révolution qui se fait en RDC, c'est une révolution physique, pas intellectuelle. Parce qu'on nous a appris à être des moutons, à applaudir, à soutenir, une personne, un groupe de personnes, son peuple à lui, donc son propre peuple. Je suis Lunda, donc je soutiens les Lunda. Tout Lunda a raison, tout ceci a raison, tout ça. On nous a appris à être des moutons. Un mouton,
ne fait pas la révolution. Nous ne pouvons pas nous en sortir avec ce que nous faisons actuellement. Vous pouvez retourner à l'endroit la veille, faire des élections, machin, tout ce que vous voulez. On ne s'en sortira pas. C'est impossible. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est suffisamment instruit, qui a une pensée positive, qui peut organiser la cité, qui peut la projeter, au motif qu'il ne sait pas insulter, qu'il ne sait pas faire du bruit, il ne peut pas être élu. Parce que pour être élu, il faut faire du bruit, il faut insulter, il faut attaquer, il faut faire du buzz. Mais un intellectuel, ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est de produire de l'intelligence, d'éclairer la cité. Or, éclairer la cité n'a pas de valeur dans notre cité. Ça n'a aucune valeur. Tu vas éclairer, il va nous parler son français, il va nous dire c'est là, tout ça. C'est pas ça. Nous, on veut sentir les choses. Vous voyez ça au Parlement? C'est lui qui va faire du bruit, c'est lui qui insulte, c'est lui qui attaque, c'est lui qui est violent. Est-ce que ça construit? Ça ne construit pas. Ça ne construit pas du tout. Et donc, malheureusement, nous allons faire tourner en rond tant qu'on n'aura pas intégré l'intelligence, la clairvoyance, la vérité dans notre agir et qu'on n'aura pas mis les sages de l'époque précoloniale à leur place. On ne peut diriger que quand on a la sagesse acquise. On ne peut conduire les autres quand on est supérieur à eux en intelligence et en profondeur et en clarté d'esprit. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en RDC? Il me semble que non. Si vous allez chez les Sondi, au Congo central, j'ai lu un texte magnifique là-dessus, un roi Congo qui est parti au Vatican, un texte magnifique. Et j'ai intégré ce texte-là dans Puissance, une partie de ce texte-là, c'est une belle référence, dans Puissance pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionnait à l'époque. Mais c'est d'une beauté particulière, c'est d'une profondeur particulière. C'est pour ça que ces royaumes ont pu couvrir pendant quelques siècles de l'Angola jusqu'au Gabon. Parce qu'il y avait une technicité, un savoir-faire, une sagesse autour du roi, une gestion mais très équilibrée, très intelligente. C'est pas la propagande qui fait que bon, tu es célèbre parce que tu sais bien danser, tu es célèbre, tu sais insulter, par conséquent on te donne un macaron et tout ça. Donc ça ne vaut rien du tout. À l'échelle d'un pays, d'une civilisation, ça ne vaut rien du tout. Moi j'ai mal à mon Congo, avec K, bien entendu, parce que c'est quand même antinomique, qui est un pays qui s'appelle, il y a une province à côté qui s'appelle Congo avec K, et les pays s'appellent Congo avec C, dans un alphabet qui n'est pas le nôtre, tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut aussi revoir. Les intellectuels du secteur de l'histoire auraient pu travailler là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un travail qui a été fait là-dessus. Alors, lorsqu'on regarde que nous sommes à l'origine des mathématiques avec les bâtons du Shango, qu'on n'apprend pas à l'école, lorsqu'on sait par exemple que notre soubassement, l'origine de notre puissance, et notamment notre première résilience à la base des massacres de Léopold II, 25 millions d'habitants en 1885 à 12 millions et demi en 1906. 25 millions d'habitants en 1885, 12 millions et demi en 1906. Un massacre monumental, les mains coupées. Qui en parle? Avez-vous entendu un politique éclairé par un scientifique, éclairé par un intellectuel, qui en parle? Qui dit cette résilience qu'on a traversée à cette époque-là, qu'on vit encore aujourd'hui, est juste inacceptable et par conséquent, il faut orienter la vie autrement. On n'a jamais entendu parler de ça. Et par conséquent, l'intellectualisme au sens réel, vrai, scientifique du terme, n'est pas opérationnel en RDC. Il y a une communauté scientifique et des mécènes qui sont possibles. Parce que les mécénats, c'est un domaine dans lequel on doit verser et proposer des choses avec son argent plutôt que toujours les mécénats pour la propagande politique, les mécénats pour la propagande festive, mais jamais le mécénat pour l'intelligence. Si les gens qui ont l'argent, qui veulent absolument permettre l'éclosion de l'intellectuel en RDC, doivent mettre l'argent. Vous savez, nous sommes un pays qui n'a même pas d'éditeur. On n'a pas un seul éditeur. Et que tous les manuscrits qu'on a dans nos écoles viennent de l'extérieur. Ce n'est pas normal. On n'apprend pas ce que les Congolais produisent et qui produisent à grands frais, à compte d'auteur à l'extérieur. Ça, c'est un élément. Puis, on n'apprend pas. On n'a pas un éditeur capable de pouvoir soutenir l'édition des intellectuels congolais. Enfin, les peu qui font encore leur travail d'intellectuel. On n'en a pas. Donc, ça pose un problème à ce niveau-là, les mécénats. Parce que l'État, il ne faut pas compter dessus. L'État a d'autres obligations qui sont des obligations beaucoup plus terre-à-terre, qui n'ont rien à voir
avec la pensée et tout ça, puisque bon, il n'y a qu'à regarder la qualité du ministère de la Culture pour voir que c'est un ministère en gros qui est dévolu aux musiciens. Vous ne verrez pas une rue en RDC qui est proposée pour être la rue Moudimbe, la rue Kamana, la rue qui porterait les noms d'un intellectuel ancien. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la philosophie nationale. La philosophie nationale, s'il y en a une, en fait, elle n'existait pas. C'est une question qui a été posée par Freddy Mulumba dans son texte « Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise congolaise ». Et d'ailleurs, c'est l'origine de mon livre. Cette question a été posée par Freddy Mulumba. Et comme il est d'une autorité publique, lorsque un intellectuel, ou supposé, ou un penseur, n'est pas d'accord avec une idée qui tient d'un livre, il répond par un autre livre. Dans le livre présent, Généalogie de l'intellectuel et communauté personnelle, c'est un livre qui répond à Freddy Mulumba, à son livre que je viens de citer ici. Je lui réponds en disant, il a mal vu. Il donne la responsabilité aux intellectuels congolais, mais il ne définit pas qui est intellectuel. C'est-à-dire que la définition de Freddy Mulumba portait sur tous les diplômés qui ont été ministres, qui ont été députés et tout ça, et il dit que ce sont les intellectuels, donc leur responsabilité est engagée. Je dis non, Freddy Mulumba. Ce ne sont pas des intellectuels. Tenez, moi j'ai fait une odyssée, et cette odyssée, j'ai dit ceci dans ce texte, cette odyssée n'a pu être possible que grâce à notre individualisme aristocratique, qui nous a permis de nous extraire très tôt du troupeau et des conventions abétissantes. Ayant atteint la source, le commencement ou la naissance de ce qui est convenu de nommer l'intellectuel nous est apparu sous un jour éclatant, avec la plus grande clarté et une luminosité aveuglante. Nous avons découvert la distance que ces prêtres, intellectuels, ces prêtres, mettent entre eux et toutes sortes de choses du monde et au profit de la vérité. Non pas avec la mission de la faire accepter par un grand nombre, mais de se contenter qu'elle atteigne un petit nombre ou une personne, et parfois. Il importe peu qu'elle n'atteigne personne, comme dit Épicure, satis sunt mi pauci satis est unus, satis est nullus. J'écris pour un petit nombre. Si je n'ai pas ce petit nombre, j'écrirai pour 2-3 personnes. Si je n'ai pas ces 2-3 personnes, j'écrirai pour moi-même. Parce que c'est la vérité. 1 plus 1 égale à 2, ça ne changera pas. Ça sera toujours 1 plus 1 égale à 2. Vous découvrirez ça plus tard. Et ce type, Épicure qui a dit ça, il a écrit plus ou moins 400 ouvrages qu'il n'a pas publiés parce qu'il était dans une période où Platon et ses disciples étaient beaucoup plus puissants, c'était des courtisans, c'était des Dionysiokolaques, et eux avaient toutes les faveurs de la cité, toutes les faveurs des grands, lui non. Mais 100 ans plus tard, la Grèce antique, la Grèce a célébré Épicure parce qu'il ne disait que la vérité et rien d'autre. Donc, un intellectuel n'a pas pour vocation de chercher à avoir de l'argent. S'il peut avoir de l'argent sur base de la vérité qui est admise, tant mieux. C'est comme ça que les Sartre, les Camus ont gagné de l'argent parce qu'ils vendaient des livres. Nietzsche n'a pas gagné d'argent de son vivant. Mais sa postérité, c'est-à-dire que sa sœur et tous les autres, parce qu'il n'a pas eu d'enfants, ont touché des mannes énormes sur Nietzsche. Nietzsche dit, je vous dis la vérité. Je ne gagnerai pas d'argent avec ça parce que vous ne comprenez pas, je ne suis pas encore compris. Mais dans 100 ans, on parlera de moi partout, on m'enseignera partout. Et ma philosophie sera la philosophie internationale. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a des chaires de philosophie presque partout qui parlent de Nietzsche. Et des thèses de doctorat n'en parlent même pas sur Nietzsche. La vérité, c'est celle-là. À l'époque, pour clôturer ce point précis, Jésus, il n'avait pas une foule derrière lui. Il avait 12 déshérités autour de lui, 12 minables autour de lui. Ce n'était pas tous les patrons extraordinaires, les juifs extraordinaires. Non, c'était 12 minables. Il dit, ce que je dis, c'est la vérité. Cette vérité, vous la porterez dans un siècle, dans 2, dans 3, dans 100. Ça fait 2000 ans qu'on porte cette vérité-là. Et pourtant, il a commencé seul. Et s'il était à la quête de l'argent, qu'on lui aurait dit, écoute, dis ça, comme ça on te donne de l'argent, tu restes. Cette vérité ne nous serait jamais parvenue.
Si elle nous est parvenue, c'est parce qu'il a dit non, ce n'est pas l'argent. Toutes les richesses de ce monde sont là. Mais il est vrai qu'on a besoin d'argent. Mais cet argent doit venir du travail qu'on fournit, pas du mensonge. J'ai fourni la vérité, on me paye pour cette vérité-là. Je vends mes livres à compte-gouttes, mais je ne vends que la vérité. Je ne vends pas le mensonge. Je n'honore personne. Je n'ai pas, pour moi, j'ai pas de maître en fait. Je n'honore personne. J'honore la vérité. Je suis l'esclave de la vérité. Et je n'ai produit que ça et que je soumets à ma société. Dans 100 ans, dans 200 ans, on dit « Ah, il y a un type là qui se prenait, je ne sais pas pourquoi, qui avait écrit des... Ah oui, non, ça marche. Ça marche. Non, c'est vrai, il avait raison. » J'ai dit par exemple que la démocratie telle que nous l'appliquons aujourd'hui n'a rien à voir avec la démocratie qui était la nôtre dans la période précoloniale. Et par conséquent, celle-ci n'est pas adaptée à ce que nous sommes. Elle ne marchera pas. Cette histoire de combinazione, oui, tu as autant, j'ai autant, on met ensemble tout ça, notre panier, on va se partager, toi tu vas prendre ceci, tu vas prendre cela, et finalement on s'enrichit, on continue, on reprend les élections, et ça tourne, et ça tourne. Pendant ce temps-là, le monde évolue, l'intelligence artificielle arrive, les gens construisent des chaussées, ils ont l'électricité, ils ont tout, et ils n'ont pas touché à vos histoires de démocratie au sens où on l'applique actuellement, et ils avancent. La Chine est à quel niveau aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de ces histoires-là? Non. Ils ont tout simplement ramené la conception impériale de la gestion. Mao a dit non. Les nobles qui gèrent, c'est fini. On va prendre les meilleurs enfants de la Chine pour les positionner à la place des nobles. C'est ce qui se fait actuellement. Les meilleurs. On les sélectionne dès l'école primaire. Ils montent jusqu'au bout, ils rentrent au comité central, ils ont des postes parce qu'ils ont été meilleurs. C'est le seul critère. La RDC peut faire ça aussi. Les critères, c'est les meilleurs d'entre nous. Point barre, et puis on arrive.